Bonjour à tous, bienvenue. Merci de vous joindre à nous cet après-midi. Mon nom est Ali Bunting. Je suis la directrice ou gestionnaire du programme et des opérations au Cannes SFE. Durant la pandémie, j'ai bien sûr l'occasion de prendre des marches, faire la promenade et cela m'a rempli de gratitude et m'a rappelé ceux qui sont venus avant moi, à Victoria surtout, là où j'habite. Eh bien, nous, je suis sur un territoire amérindien traditionnel et je suis aussi de plusieurs personnes à travers le Canada qui se joignent à moi. Je reconnais les territoires ancestraux sur lesquels on se trouve aussi. Ce webinaire s'annonce assez intéressant. Nous allons parler des opérations, des finances, ressources humaines, les TI, les systèmes et les politiques et procédures. J'ai commencé chez Canwatch il y a 3 ans. Je ne me voyais pas vraiment du côté des opérations au début, mais j'en ai beaucoup appris dans les 3 dernières années sur ce que cela veut dire. J'en ai appris beaucoup et souvent, les opérations, c'est une question de coordination de ce qui se passe en arrière-scène. Fait de coordination avec des avocats, la comptabilité, différentes personnes. Les opérations, parfois, est un bureau géré par une personne, alors que pour d'autres, un département au complet y est attitré. Chacune des organisations est unique sur la façon dont elles sont structurées, dans leur règlement aussi. Souvent, les partenaires et les professionnels des opérations dans le secteur n'ont pas vraiment l'occasion de faire un partage et de communiquer entre eux. C'est pourquoi ce webinaire est si intéressant aujourd'hui. J'espère que le dialogue d'aujourd'hui va pouvoir se poursuivre durant les prochains mois et semaines. Alors n'hésitez pas à poser des questions ou nous donner des commentaires dans la zone de clavardage. Aujourd'hui, nous avons deux présentatrices, Terry et aussi un présentateur, Terry Gillis d'abord, président et chef de direction de Aria Consulting. Bonjour Terry. Terry nous parlera de la gestion des ressources humaines dans le contexte de la pandémie. Ensuite, nous allons entendre Brenda Beatty, associée services fiscaux, Davis Martindale. Bonjour Brenda. Aujourd'hui, elle va nous parler de programmes fédéraux dans le contexte qui sont intéressants pour les organismes à but non lucratif. Après les deux présentations, il y aura une période de questions, alors n'hésitez pas encore une fois à envoyer vos questions et commentaires. Nous allons nous assurer de les passer en revue et aussi de les compiler au fur et à mesure. Dans le cours de mon travail, j'ai eu l'occasion de parler à des amis, d'autres bénévoles, des collègues, et durant les 2 derniers mois, nous avons été mis à rude épreuve sur la façon dont on fonctionne et selon les systèmes que l'on utilise. Durant une rencontre d'employés ce matin, des collègues m'ont rappelé que cela fait 2 mois, justement, que depuis que les choses ont changé. Bien sûr, c'est assez surprenant de se dire 2 mois déjà, mais c'est aussi un rappel que bien que nous avons des problèmes durant la COVID-19, eh bien, nous sommes toujours présents. Nous y arrivons.
Parfois, ce n'est pas facile, mais on s'adapte et nous démontrons notre résilience dans le secteur. Durant l'inscription, il y avait un sondage par rapport au sujet de discussion. La plupart sur les appuis financiers durant la COVID de la part du gouvernement, les aides salariales. En majorité aussi, c'est une question d'appuyer les employés en ce qui a trait à la performance, l'efficacité, la gestion des employés et les communications. Il y a aussi, bien sûr, dans le sondage, des enjeux particuliers dans cette situation. Des commentaires avaient trait à la replanification des budgets, des plans stratégiques, des outils, des systèmes, des processus par rapport aux paiements électroniques, non électroniques, les services bancaires et autres. On a aussi mentionné les problèmes du travail transfrontalier et à l'international. Alors, j'espère qu'avec toute cette liste de sujets, vous avez su vous y retrouver ou vous retrouver. Et j'espère que vous vous sentez un peu plus à l'aise de savoir que vous n'êtes pas seul et que les impacts de la COVID touchent bien sûr aussi le secteur des à but non lucratif, en fait. Qu'est-ce qui a bien fonctionné chez CanWatch? Nous sommes créés comme organisation dès le départ, euh, différente avec nos systèmes, et nous avons tendance aussi à maintenir tout cela pour un bon avenir aussi. Des nouveaux systèmes ont été mis en œuvre et on sait que les nouvelles procédures prennent un certain moment avant d'être bien mises en place. Ça a mené à la création d'une structure pour un fonctionnement d'employés à travers le Canada. Qu'a-t-on appris durant la COVID en ce qui a trait à ce qui est important? Eh bien, on peut parler de souplesse, de responsabilité, de compassion aussi. Lorsque j'ai commencé à travailler à la maison pour CanWatch, c'est assez facile de s'y perdre durant la journée. Et c'est comme si je ne restais pas 7 heures et demie productive derrière mon bureau, eh bien, je ne prouvais pas vraiment ma valeur envers l'organisation et je ne maximisais pas mon efficience. En tant que personne, en tant que directrice des RH, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'introduire de nouveaux employés et de, je sais à quel point c'est important de se sentir connecté avec les autres employés, de se sentir que on peut aussi prendre un pas de recul, mais tout en restant présent, mais de bien créer une division entre le travail et sa vie personnelle. En général, à CanWatch, nous avons clairement priorisé les différentes tâches et les différents projets que l'on a, tout en étant assez proactif sur le calcul de la productivité pour l'équipe. Bien sûr, avec la situation actuelle, les choses ont dû être recalibrées pour certaines personnes. Ce qui est intéressant ici de savoir, c'est le contexte particulier de chacun. Les plans de travail, les horaires, la productivité doivent parfois être ajustés dans le contexte de la COVID. Donc, ce qui a été réalisé à un
degré assez élevé, mais il y a dû y avoir des changements ouais, par rapport à des ajustements, des accommodations. En matière d'attente réaliste. Mais il est important de parler de performance, de productivité. Qu'est-ce que l'un employé veut dire? Et qu'est-ce que l'on veut vraiment au début d'un projet? Tout cela nous demande aussi d'avoir un cercle de communication, pas seulement en termes de tâches, mais aussi d'avoir des points de contact et des repères à chaque moment et durant la progression d'un projet. La rétroaction a été vitale pour nous. Ceux-ci prennent la forme de points de rencontre, des moments de rencontre durant la semaine et des rencontres hebdomadaires et bi-hebdomadaires. Il y aura des problèmes, mais y répondre proactivement est aussi important. C'est une question de souplesse entre responsabilité et empathie dans ce contexte, puisqu'il y a des problèmes du côté, bien sûr, de l'employeur. L'employeur veut s'assurer que le tout reste fonctionnel, qu'il y a une certaine résilience financière, mais d'un autre côté aussi, il y a un besoin d'aide et d'appui envers les employés à cause des changements sans précédent qui se déroulent. Comment sommes-nous structurés? Eh bien, on va s'assurer d'avoir une responsabilité mutuelle entre employés et employeurs. Nous utilisons la plateforme Glip. Sur cette plateforme, on peut voir lorsque les collègues se sont joints, ont rejoint la plateforme en fait au début de la journée. Alors c'est comme un peu si on était dans un environnement de travail, dans un milieu de travail. Sur cette plateforme, on peut gérer les communications internes, la gestion de projets, on peut déléguer des tâches, communiquer à propos d'un projet en même temps. Alors, c'est une plateforme intégrée qui permet une bonne communication. Cela fonctionne bien pour nous puisqu'elle elle remplace un peu le monde physique en tant que monde virtuel. Il est important de savoir qu'il y a une responsabilité entre superviseurs et supervisés, entre les équipes de travail. Certaines personnes travaillent sur des projets, sur des initiatives. Par exemple, en ce moment, je suis sur un projet. Je suis sur un groupe où on partage des photos de nos animaux de compagnie. Et je crois que ces moments sont aussi importants que les tâches que l'on a à accomplir durant la journée. C'est important de faire un espace pour bâtir des relations interpersonnelles et de faire des exercices d'esprit d'équipe pour bâtir les relations avec les collègues. Dans un espace virtuel, c'est difficile toutefois de savoir lorsque quelqu'un ne va pas bien, puisqu'on n'a pas vraiment d'indice visuel. La communication active est importante. Un dernier point avant de passer aux finances. L'empathie. L'empathie d'abord et avant tout. Les employés sont des personnes avant tout et la COVID présente des difficultés, bien sûr. Un gestionnaire aussi ajoute parfois une composante émotionnelle dans la façon dont les employés sont traités. Les personnes doivent venir en premier en ce qui a trait de leadership personnel, de prendre soin de soi. C'est un peu comme lorsque le masque d'oxygène qui tombe. Eh bien, c'est important de d'abord s'assurer qu'on est en sécurité avant de prendre soin des autres.
la compassion ou l'empathie ne veut pas dire la complaisance. Alors, on sait que durant ce temps, eh bien, les problèmes ou les bons coups vont être exacerbés. On peut sentir parfois que les petits problèmes deviennent plus gros dans ces moments. Il n'y a pas de raison de ne pas les aborder avec un angle d'empathie. Très rapidement, nous avons bâti un système financier complètement virtuel. Cela nous a pris un petit moment pour y arriver. Il y a 4 ans, Julia, notre PDG, avait des plans pour le faire et tout cela a pris un certain moment. Les comptes payables, les comptes à recevoir, les feuilles de temps, les, les salaires et tout cela. Si vous voulez nous entretenir sur notre processus d'approbation, sur nos systèmes bancaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Cela nous fera plaisir de vous montrer notre architecture, comment nous traitons tout cela de notre côté. Je sais que cela peut prendre un certain moment pour s'ajuster aux procédures financières. Toutefois, c'est tout à fait réaliste. Alors, CanWatch est un peu une étude de cas sur la façon dont les opérations à distance peuvent avoir l'air. Alors, je passerai maintenant la parole à Terry. Merci. Je vais commencer en parlant un peu de mon entreprise. Nous sommes une entreprise de consultation. Notre mission première est de s'assurer que tout le monde a un bon milieu de travail. C'est un peu notre appel ici, là. Je vais parler surtout de leadership en ce qui a trait à une crise dont celle à laquelle on fait face. Bon, OK. Pas obligé de rester sur mon portrait ici, là. Alors, passons à la prochaine page. Comment être un meneur durant une transition? Donc, comment mener une transition plus efficace? Une, euh, Si vous vous rappelez à quoi ressemblent les agents de bord, eh bien, lorsqu'on pouvait prendre l'avion, eh bien, d'abord, il y a des avertissements de sécurité, des consignes de sécurité. On sait que lorsque l'on parle d'un accident possible, eh bien, on dit que le masque d'oxygène doit être mis sur son visage d'abord, puisque avant d'aider quelqu'un, il est important de s'assurer que l'on soit en sécurité. Même si ça semble contraire à l'altruisme ou à l'aide envers les autres, eh bien, c'est c'est important, puisque si on ne s'aide pas d'abord, on ne peut pas être vraiment utile pour les autres. Et simplement après, c'est être assuré que l'on est en bonne condition, peut-on vraiment aider les autres. Ça semble un peu contraire, et certaines personnes s'en offensent un peu. Regardons et prenons soin d'abord de nous. Selon moi, les problèmes d'affaires peuvent être divisés dans une matrice 2 par 2. Les colonnes. D'abord, ce que nous pouvons contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Et ensuite, en rang, il y a penser à et ne pas penser à. Comme on voit, pour nous, en position de leadership, il faut vraiment se porter sur ce que l'on peut contrôler. Comme on voit dans la première boîte, lorsque l'on voit à ce que l'on peut contrôler, c'est une question de résolution de problèmes constructifs. On est un peu dans la zone, comme on dit, puisque l'on met notre énergie sur des choses dont on peut avoir un impact, sur lesquelles on peut avoir un impact. Mais parfois, on passe du temps à penser à des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, comme les inquiétudes perpétuelles, comme ma mère, qui est à un âge plus avancé, mais auparavant, elle pensait beaucoup au temps qu'il fait.
Elle se disait, bon, est-ce qu'il va pleuvoir? La météo était très importante pour elle. Mais je disais, on ne peut pas vraiment contrôler la météo de toute façon. Lorsqu'on ne met pas d'énergie sur ce qu'on peut contrôler, eh bien ce sont des opportunités que l'on peut rater. Peut-être est-ce une question de déni ou d'occasion ratée. Ça peut survenir aussi dans le milieu d'une crise comme maintenant. Et lorsqu'on ne pense pas à des choses qu'on ne peut pas contrôler, bien c'est parfait puisqu'on on conserve de l'énergie qu'on peut ensuite utiliser ailleurs. Ce que nous conseillons, leaders, employés, à tous, est de vraiment reconcentrer son énergie sur les choses que l'on peut contrôler. Et dans ce contexte, ce que je conseille aux gens de faire est de prendre 5 minutes. 5 minutes, c'est tout ce qui est nécessaire. Prenez un bout de papier, un écran, peu importe. D'un côté, je fais deux colonnes en fait. D'un côté, les choses que je peux contrôler, de l'autre côté, ce que je ne peux pas contrôler. Rapidement, un portrait va s'en dégager. Mais je peux me demander combien de temps est-ce que je passe sur les choses dont je ne peux pas contrôler. Je crois que c'est une excellente façon de se reconcentrer et dédier son énergie mentale sur ce que l'on peut vraiment influencer. Maintenant, en termes de leadership, il y a quelques petits points qui me passionnent et désolé, mais est-ce que l'on peut arrêter de dire la nouvelle normalité? Le nouveau normal. Non. Ce qui se passe en ce moment n'est pas normal. On s'attend à ce que ce soit peut-être temporaire, mais normal, je dirais non. Nonobstant les organisations, le travail des organisations virtuelles, il y a bien sûr une exception à cette règle. Pourquoi? Eh bien, parce que les êtres humains sont des créatures sociales. Nous adorons les contacts sociaux. Alors, lorsqu'on voit une affiche qui dit gardez vos distances, et pour nous, c'est étranger à notre comportement. D'ailleurs, si on regarde la terminologie derrière tout cela, lorsqu'on se connecte à un niveau physique, eh bien, notre instinct, lorsqu'on voit quelqu'un, est de prendre leurs mains ou de... Mais il faut, on ne doit pas faire ça. Pourquoi? Eh bien, parce que l'hormone de l'amour, l'oxytocine, eh bien, tout cela est relâché lorsque l'on entre en contact avec une personne. Pourquoi est-ce important? Eh bien, parce que c'est une hormone qui réduit le stress, qui relâche du cortisol. Et lorsqu'on est stressé, on a besoin d'oxytocine, qui est relâchée lorsque l'on a des contacts humains. En ce moment, lorsque les gens disent que la situation où l'on doit s'éloigner est la nouvelle normale, et je suis stressé, je ne peux pas toucher à d'autres personnes, on ne peut pas vraiment entrer en contact, eh bien, on se dit, bon, je ne crois pas que vraiment, on devrait arrêter de dire ça, parce que ce n'est pas normal, et je ne crois pas que ça va fonctionner pendant très longtemps. Ensuite, je conseillerais fortement d'arrêter de dire que, que ce n'est pas comme si de rien n'était. Pourquoi? Ceux d'entre vous qui avez étudié la psychologie le connaissent peut-être un peu plus que moi, mais c'est une question de dissonance cognitive. Lorsque les comportements sont contraires à ce que l'esprit essaie d'imaginer, c'est difficile d'accepter que la réalité est comme cela. Et pour moi, je crois fortement que ce n'est pas correct. C'est correct de dire cela ne va pas. De dire ce n'est pas comme si de rien n'était, là. On ne fait pas comme si de rien n'était. Est-ce qu'on est souple? Bien sûr, la flexibilité, la souplesse mentale est importante, mais je ne crois pas que l'on doit accepter cela comme étant la nouvelle normale et faire comme si de rien n'était. Prochaine diapo. Oh, c'est vraiment se concentrer sur vos gens. Et il y a quatre vérités universelles qui suivent l'organisation. Pour ces quatre besoins universels, nous avons tous besoin d'espoir.
Barack Obama, sa plateforme était l'espoir. Et ça a beaucoup interpellé les gens parce que nous étions dans une profonde récession pendant très longtemps. L'espoir nous permet de continuer, qui nous donne de l'énergie. Et pour le moment, c'est ce dont nous avons besoin il y a beaucoup de choses négatives. Nous avons également besoin de confiance. C'est essentiel. L'une des raisons pour lesquelles les États-Unis ont beaucoup de difficultés avec la pandémie, c'est le manque de confiance. Je ne pense pas que le Canada est à l'abri, mais nous avons une plus grande confiance dans le gouvernement, nos leaders. Mais la confiance est importante. Si vous regardez l'index de confiance, je ne sais pas si vous le suivez, mais il y avait un sondage. Comment est-ce que comment la confiance est à travers le monde? Malheureusement, les leaders d'organisation et les politiciens étaient au premier plan. Mais c'est ironique parce que je pense qu'on doit travailler sur la confiance et on doit aussi travailler sur la compassion. Donc, avoir de la compassion et finalement, les gens veulent de la stabilité. Là, on réfléchit à ces 4 choses. Tout le monde présent. Et je serais étonnée si vous ne cherchez pas ces 4 vérités universelles. L'espoir, la confiance, s'assurer que les politiciens agissent correctement, avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. C'est un moment difficile, nous comprenons. Et on le voit avec les interventions du gouvernement, des organismes qui font de leur mieux pour essayer de stabiliser les choses. Donc, la prochaine diapo, je crois que l'empathie est essentielle. Et je vais faire un jeu de mots, mais le PDG est l'officier en chef de l'empathie. C'est une des qualités que les leaders doivent développer. Tout le monde se sent stressé, tout le monde est confus, tout le monde a peur. Et c'est de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Travailler de la maison pour ceux qui se sont retrouvés dans cette situation, c'est tout à fait le chaos pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc, on se connecte tous les matins pour rester en contact avec notre équipe, mais parfois, je me sens mal pour certains employés. Il y a les enfants, les chiens, le bruit, les jappements. Chez moi, dans mon bureau, je suis seule dans cet espace. C'est la raison pour laquelle je le fais. Parce que ma maison, c'est le chaos total. Les enfants qui se battent pour le Wi-Fi, et c'est le chaos. Donc, et voici où la difficulté. Avant cette pandémie, seulement 40% des employés des organismes pensaient que leur employeur se souciait d'eux. Et maintenant, 60% pensaient que leur employeur ne se souciait pas d'eux. C'est vraiment une occasion de leur montrer ça. Maintenant, plus que jamais, les employés ont besoin de ça. Et quand les gens se sentent en sécurité et quand ils se sentent qu'on leur en confiance et qu'ils ont du pouvoir, ils feront tout ce qui est en leur mesure pour vous aider, pour le succès de l'organisation. Prochaine diapo. Donc, il n'y a personne qui peut m'empêcher. Dites-moi quand j'aurai dépassé. La communication est essentielle. C'est fascinant. Nous sommes dans le monde de la consultation. Les premières questions que nous avons de la plupart des organismes. Pouvez-vous régler ce problème? Et le problème, c'est toujours la communication. On a un groupe de 9 personnes, on pourrait être 900 ou 9000. Mais chacune de ces organisations a des problèmes de communication parce que nous présumons beaucoup. Il ne faut jamais présumer. Par exemple, pour les vendeurs, il faut être vraiment persuasif. Mais vous savez, pour que le message passe, il faut le répéter 7 fois pour essayer de persuader quelqu'un d'acheter un produit.
pour un programme que vous essayez de présenter, il faut le présenter 7 fois avant que ce message soit bien intégré. En tant que gestionnaire et leader, souvent, nous ne faisons qu'une fois. Mais si on essaie de persuader quelqu'un, il faut essayer de communiquer une idée. Donc, les gens ont besoin de bien communiquer. Il y a différentes façons. Certains sont très visuels, sont plus auditifs. D'autres personnes ont besoin d'être plus actifs. Et c'est plus difficile dans un contexte virtuel. Mais peu importe, la communication est essentielle. Et je pense que le plus important, la communication passe par l'écoute. Parce que nous devons écouter nos employés. Et pas seulement écouter pour écouter, mais écouter pour comprendre. Donc, ils sont à l'avant. Ils voient ce qui se produit. Il faut les écouter parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils peuvent nous donner beaucoup de rétroaction sur ce qui se passe, surtout au niveau du leadership. Prochaine diapo. Une autre chose qui est hyper essentielle, d'après ce que leur donner du pouvoir, du contrôle. Beaucoup d'organisations et beaucoup d'entre vous pendant ce webinaire, vous avez changé du travail à la maison où les employés ont eu à se retrouver dans une situation d'organiser un bureau à la maison rapidement. Il y a eu une perte de contrôle et la raison pour laquelle où tout le monde a été un peu a perdu un peu le contrôle avec le papier toilette. C'est le seul. On avait l'impression de contrôler, d'avoir du papier de toilette. C'est quelque chose sur la capacité d'agir. C'est la façon d'agir indépendamment pour la condition. Nous voulons avoir du contrôle sur notre vie et ne pas être contrôlés par les autres. Une chose qui peut être difficile pour beaucoup d'employés, quand ils perdent ce sentiment de contrôle, il faut leur redonner ce sentiment de contrôle. Il faut s'impliquer, il faut leur donner de l'autonomie. Et l'autre, c'est leur donner un sens de contrôle et de maîtrise des choses pour lesquelles ils excellent. Et je pense que c'est encore plus important pour ce groupe, un sentiment d'avoir un but, un rôle. Et au lieu de voir le contrôle et l'économie, on doit parler bien sûr d'avoir des objectifs. Donc, je vous mets beaucoup d'informations, mais vers la fin. Prochaine diapo. À ce moment, on essaie du mieux possible de réduire, de diminuer les données inconnues. Il y a beaucoup d'inconnus. Et on ne sait pas ça fait combien de temps ça va durer. On ne sait pas si on va réouvrir l'économie dans une semaine, dans un mois, dans un an. Nous ne savons pas. Et c'est vraiment inquiétant. Et c'est difficile pour les êtres humains de gérer l'inconnu. Nous ne sommes pas à l'aise avec l'inconnu. L'ambiguïté n'est pas notre force. Et autant que vous le pouvez, essayez de fournir le plus d'informations possible. Ce n'est pas le moment de cacher des informations, mais donner le plus d'informations et peut-être parfois de dire « je ne sais pas, mais voici ce que je vais faire pour trouver l'information ». Ça devient essentiel parce que si on est en mesure de prévoir, on peut parler de productivité, on diminue l'ambiguïté, il ne faut pas rester vague. En donnant des détails spécifiques, on a besoin d'un échéancier, un planifié. Il faut donner, plus de spécificité et les rassurer que les choses iront bien. Malheureusement, c'est ce qui manque pour beaucoup de gens. Les gens ont beaucoup de difficultés avec ça. Et c'est à nous, en tant que leaders, de leur donner un certain niveau de stabilité, de structure et de confort dont ils ont besoin. La prochaine DABIO, tout le monde devrait faire ça. C'est amusant, mais si on regarde les études, le soleil donne de la sérotonine. Ça aide pour la tension artérielle. Mais bien sûr, on ne peut pas avoir des câlins, mais on peut bien sûr aller prendre un peu de soleil, ce qui nous aide beaucoup.
avec les nouvelles expériences ici, quand c'est une journée ensoleillée, les esprits sont beaucoup plus animés. C'est ici une belle journée ici en Ontario. Allez vous promener au soleil, ce sera vraiment très utile, surtout quand vous êtes stressé. Et je pense que nous le sommes tous. Prochaine diapo. Et ça, c'est un peu des conseils pour les parents. Moi, ça fait longtemps que je l'utilise depuis plus de 12 ans, 10 ans. Nous ne prenons pas bien soin de nous. L'une des choses que nous ne faisons pas bien, c'est le sommeil. Et maintenant, à cause du rôle que nous occupons, qui est un peu à l'envers, sans dessous, nous sommes fatigués. Et maintenant, durant cette rencontre Zoom, l'une des choses les plus difficiles à faire en tant que leader, il faut rester concentré sur tous les employés si vous faites une rencontre par Zoom, parce que votre corps et votre esprit est absent et l'information qui passe par la communication non verbale, si vous voyez seulement le visage, vous ne voyez pas le corps, vous n'avez pas une vue étendue du langage non verbal. Donc, les gens sont zoomed out, ils sont fatigués de Zoom. Essayez de dormir beaucoup. Le corps en a besoin. C'est vital pour la productivité et c'est essentiel pour la créativité. Gardez à l'esprit, si vous êtes une de ces personnes comme mon épouse, bon, elle va se coucher avec son iPhone et son iPad, c'est de la lumière bleue qui perturbe le sommeil. Donc, ça agit sur le cerveau. Qui pensait que la conversation, on penserait au sommeil, mais une chose, donc celui-là, c'est très important. Beaucoup, beaucoup de sommeil. Merci, Ken Watt, de m'avoir invité, de me joindre à vous aujourd'hui. Il y a certaines déclarations. Je suis à la maison et les 5 personnes et le chien qui sont avec moi ont été avertis, mais la porte n'est pas verrouillée. Durant la dernière rencontre, 2 personnes se sont joints à nous. J'ai des allergies. Pardonnez ma voix. Donc, comme nous avons entendu, il y a eu beaucoup de programmes, beaucoup de sources de revenus du gouvernement provincial et fédéral qui offrent du soutien. Et mes discussions, je vais me concentrer sur certains de ces programmes au niveau fédéral. Le plan de réponse pour la COVID-19, c'est des soutiens pour les individus, les particuliers, les entreprises et par secteur. Sur ce quoi je vais me concentrer, c'est 2 choses. Et je m'excuse, mais je ne peux pas voir mes diapos, donc je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon. Je vais me concentrer. C'est le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, qui est le SUEC, et la subvention salariale d'urgence du Canada, qui est la SUC. Donc, nous sommes une firme comptable. Je suis une associée au niveau fiscal. Nous passons beaucoup de temps et d'énergie à d'apprendre ces programmes pour aider nos clients parce que c'est très technique. Donc, mes diapos sont un peu techniques, mais je ne vais pas répéter tout ce qu'il y a sur les diapos, mais j'aimerais que vous ayez des informations du matériel de référence. En termes de... Je suis sur la diapo qui commence avec CEBA. Pardon, pas CEBA, mais le SUEC. Le QEC, pardon. C-U-E-C. C'est un près de 40 000 $ sans intérêt par l'intermédiaire des institutions financières et garanti par le gouvernement fédéral. Comme bonus, donc c'est sans intérêt, 25 % de la dette sera pardonnée si c'est payé d'ici le 31 décembre 2022. Donc, l'objectif du prêt, c'est aider les entreprises pour payer les frais qui ne peuvent pas être reportés, le salaire, les assurances et de l'aide pour les paiements, de rembourser la dette.
Dans le contexte de KenWatch, l'organisme qui seront admissibles pour le QEC, les organismes à but non lucratif et les organismes caritatifs, et dont une portion des revenus proviennent de la vente des biens et services. Quelques notes. Il faut avoir un compte d'entreprise actif avec une institution financière depuis le 1er mars. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'un des plus grands importants critères, c'est qu'il faut avoir une masse salariale telle qu'inscrite sur le T4 de 2019 entre 20 000 et 1,5 million de dollars en revenus d'emploi. C'était d'abord 50 000 à 1 million. Maintenant, on l'a étendu. Il faut avoir un numéro d'entreprise avec l'ARC. Maintenant, ce processus d'application est unique. Et c'est seulement fait en ligne. Et les participants doivent aller sur le site de l'institution bancaire avec laquelle vous faites vos transactions principales. Vous devez décider qui est l'institution financière principale. Il y a un portail. Vous soumettez l'application. Vous n'avez pas besoin de parler à qui que ce soit ou visiter qui que ce soit. C'est fait exclusivement en ligne, au contraire d'autres programmes. Mais c'est très facile. Prochaine diapo. Donc, c'est tout avec le SSUC, le SUC, donc la subvention salariale. Donc, je pense que nous le connaissons assez bien, mais il y a à peu près 75% du salaire d'un employé qui est couvert, que le gouvernement aidera à financer, c'est de garder les gens, de les garder au travail. Donc c'est pour garder le taux de chômage bas. Donc, le plus important pour être admissible pour avoir une perte de revenus pour le SSUC. Donc, on regarde au mois de mars, 15% de perte. Dans les mois précédents, 30%. Mars, c'est 15% parce que ça a commencé à la mi-mars, mais pour les autres mois, c'est bien 30%. Ensuite, prochaine diapo, je vais parler comment calculer de la perte de revenus. Et il faut rester conscient, les critères d'admissibilité, mars, avril, c'est différent des périodes d'admissibilité, la masse salariale. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait bien harmonisé, mais on pourra en parler un peu plus tard. Donc, originellement, le programme a été présenté. Il y avait 3 périodes d'admissibilité, le 15 mars au 6 juin. Samedi, le Premier ministre a annoncé une prolongation jusqu'au 9 mai. On avait déjà prévu que ce soit prolongé jusqu'au 30 septembre. À moins que quelque chose se soit produit aujourd'hui, mais je ne suis pas au courant du prolongement, mais il l'a mentionné. Prochaine diapo. Dans le contexte pour KenWatch, les entités admissibles, ce sont les organismes caritatifs et les OBNL. Donc, vous devez avoir une certaine masse salariale en date du 15 mars. Donc, prochaine diapo. Les institutions publiques ne sont pas admissibles. Je les ai nommées, les catégories. Ensuite, prochaine diapo. On parle toujours de revenus admissibles. Et de quoi on parle? Quand je parle pour le sous, c'est beaucoup plus large. C'est tous vos revenus. À l'exception, vous avez la chance de ne pas d'exclure le financement de la part du gouvernement. Donc, si vous organisez un organisme, vous avez 50% de revenus provenant de dons et l'autre de financement du gouvernement. Ce que ça permet, c'est que le financement du gouvernement est stable, mais les dons, ont commencé à stagner ou bien ont diminué.
Donc, vous pouvez seulement regarder les dons, comment votre revenu en a été affecté, plutôt que d'inclure tous les revenus comprenant le financement du gouvernement. Prochaine diapo. Déterminer vos revenus, c'est un processus à 2 étapes. Il faut mesurer vos revenus et vous devez le comparer. J'ai oublié le terme, mais comparé à une période de référence précédente. Donc, quel est mon revenu et les règles spéciales et comment ça se compare à la période de référence. Prochaine diapo. En termes de... bon, un moment. OK, j'ai parlé trop vite. Lorsqu'on parle de mesurer les revenus, vous utilisez l'exercice comptable standard. On peut utiliser les entités de regarder les revenus d'une méthode d'exercice comptable. C'est la méthode qu'on utilise habituellement, ou bien la comptabilité de trésorerie. Donc, si vous faites vous facturez, mais vous pouvez faire des factures autant que ça, bien sûr, ce sont des revenus, mais si l'argent ne rentre pas, c'est un autre problème. Donc on peut faire les calculs selon la comptabilité de trésorerie. Une fois que vous utilisez d'utiliser la comptabilité de trésorerie, vous devez continuer à calculer de cette façon pour toutes les périodes. Vous ne pouvez pas changer. C'est une méthode que vous devez adopter et garder. On va parler de comment prendre cette décision un peu plus tard. En termes de comparaison, mars 2020, c'est une période de comparaison et vous pouvez la comparer à mars 2019. Est-ce que c'est 50% moins élevé que cette période? Ou vous pouvez le comparer à la moyenne de janvier-février 2020. Même chose pour avril. Avril, vous le comparez à avril 2019 ou bien la moyenne de janvier-février-mars 2020. Par exemple, si vous êtes une nouvelle entreprise ou un nouvel organisme et vous êtes en croissance, même si les attentes en termes de revenus ont diminué en mars 2020, c'est quand même mieux que l'an dernier parce que vous êtes en pleine croissance. Donc, la moyenne de janvier-février vous permet, pour que ce soit plus pertinent dans le contexte des organismes en croissance. Ensuite, la méthode d'exercice comptable comparée à la comptabilité de trésorerie, vous devez garder cette méthode une fois que vous l'aurez adoptée. Ensuite, prochaine diapo. Donc, je pense que je vous ai dit que lorsqu'on compare les périodes ne sont pas exactement similaires avec les périodes d'admissibilité. Vous pouvez voir mars 2020. Prochaine diapo. OK, encore là, je parle trop vite. L'une des choses importantes dont on doit se rappeler, c'est qu'ils ont simplifié ceci. Si vous êtes admissible pour une période, personne, vous avez besoin, vous avez 50% de revenus au mois de mars. Bien sûr, vous êtes admissible pour la prochaine période. Maintenant, vous êtes admissible pour mars et avril. Mais pour mai et plus tard, à partir de mai, il faut être admissible en avril. Ça veut dire que vous êtes admissible pour mai et il faut vous qualifier pour le mois de mai. Ça simplifie les choses, mais c'est peut-être pas... Et souvenez-vous que il faut choisir votre méthode. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour faire application pour le SSUC. C'est peut-être mieux maintenant. Peut-être durant tout le cours au long de ce programme, on va voir combien de temps ça durera. Ce serait peut-être mieux de choisir une autre méthode. C'est peut-être mieux d'attendre avant de soumettre votre application. Prochaine diapo. Et maintenant, on va parler d'employés admissibles. Bien sûr, les choses dont il faut se rappeler, c'est que le SSUC a été créé pour agir avec la CPU. On en a entendu parler. C'est le 2 000 $ par mois pour les gens qui sont sans travail.
Donc, un des critères essentiels pour la PCU, c'est que vous ne travaillez pas pendant plus de 14 jours durant la période d'admissibilité. La PCU, vous n'allez pas obtenir le SSUC pour un employé qui a été sans travail pendant 14 jours pour une période d'admissibilité qui a obtenu la PCU. On ne veut pas aller piger dans deux sources de financement. Il faut être conscient de ça. Il faut payer le SSUC et ça va avoir un précédent, ça va dire, comment dire, pour la PCU. Donc, maintenant, quand on parle des périodes d'admissibilité, ce n'est pas tout simplement similaire, mais vous voyez comment ça fonctionne. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. La subvention, en termes de calcul, c'est 75%, c'est soit 75% du salaire d'un employé chaque semaine ou 847 par semaine. Le montant le moins élevé, c'est le maximum. C'est très similaire à l'assurance en emploi. C'est comme 58 000 $. Tout ce qui dépasse en termes de salaire, ils n'auront pas plus que 847 semaines, 847. L'employeur sera limité à 847 $ par semaine pour cet employé, ou bien encore, c'est 75% du salaire. Donc, il y a une limite pour chaque employé avec le seuil salarial, mais il y a seulement un certain montant que l'employeur peut réclamer. Il y a quelque chose sur le site. Si vous êtes un employeur qui vous attendez 25 millions en réclamation, il faut passer par un autre système. Donc, bien sûr, l'ampleur de ça est vraiment, il n'y a pas de limite pour les employés. Donc, c'est intéressant à noter que 75% des salaires pour une semaine, vous n'avez pas besoin d'avoir été payé 7 semaines. Ça permet aux employeurs de faire des paiements rétroactifs. Par exemple, ils ont mis quelqu'un à pied, mais maintenant qu'ils peuvent avoir la subvention, ils veulent le réembaucher. Donc, l'autre partie, si quelqu'un a été mis à pied et qui est toujours payé, mais qui ne travaillait pas mais était payé, il y a toujours la chance de demander un remboursement pour l'assurance emploi. Donc, maintenant, prochaine diapo. Le processus d'application est complètement en ligne. La plupart des entités auraient mon dossier d'entreprise avec l'ARC. C'est comme ça auquel vous avez accès aux fichiers de salariés. Ils font vraiment un bon travail avec le site. L'information est constamment mise à jour avec des informations additionnelles. Ils ont des appels pour répondre à des questions. Et sur le site, il y a un cahier Excel pour utiliser, pour faire les calculs, pour les aider. Et parce qu'il faut le faire par chaque employé. Les applications en ligne ont débuté le 4 mai. Nous comprenons, d'après les paiements débuteront bientôt. Certains devront être audités, mais d'autres seront audités après le paiement. Prochaine diapo. Donc, on parle du processus de demande. Ce qui est important à noter, c'est que la personne qui a les responsabilités financières principales doivent attester. On en a dit beaucoup à ce sujet. Il y aura beaucoup ce sera vraiment bien étudié parce que ça se peut qu'il y ait certains abus. Donc, on veut aider les employeurs, mais on ne va pas juste laisser les gens faire à leur tête. Donc, il faut qu'on doit vraiment attester. Par exemple, je suis le responsable des opérations financières. Je mets ma réputation en ligne. Une autre chose, dernier commentaire que j'ai entendu ce matin, c'est que on ne peut pas corriger. C'est la façon dont la loi a été écrite. Donc, on a senti que vous ne pouvez pas corriger en ligne le formulaire et faire des changements par après. Ensuite, prochaine, les pénalités. Je n'ai pas grand-chose à dire.
Ils ont averti les gens qui pourraient abuser le système. Ils porteront une attention particulière à ceci. Si vous essayez de manipuler les revenus, il y a des pénalités assez importantes, 25%. Prochaine diapo. Je vous conseille de consulter le site de l'Agence du revenu du Canada. Je pourrais en parler pendant 1 heure. Il y a beaucoup plus de détails et vous en prendrez beaucoup. Continuez à y retourner parce que l'information est constamment mise à jour. Merci beaucoup. Merci, Brenda. Donc, maintenant, ce que j'aimerais vous dire, nous avons sous-estimé la quantité d'informations à disséminer. Donc, je vous encourage tous à continuer de nous envoyer des courriels, à poser des questions au cours des prochains jours et nous allons vous suivre. On va vous poser on a reçu vos questions et nous allons faire le suivi par courriel. Une question rapide. Le nom de la plateforme que nous utilisons, ça s'appelle GLIK, donc créé par Rain Central. Donc, c'est la plateforme que nous utilisons au bureau. D'autres questions, nous ferons le suivant par courriel. J'aimerais remercier Terry et Brenda pour votre temps aujourd'hui, votre expertise et de partager vos conseils avec nous. Tous ceux d'entre vous qui se sont joints à nous pendant ce webinaire, nous étions heureux que vous ayez participé. S'il vous plaît, vous avez nos courriels. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci de votre présence. Merci à Terry et à Brenda. Merci pour l'équipe de Kenwash. Et bien sûr, ensuite, pour mercredi prochain, on a l'hygiène menstruelle dans les contextes fragiles et humanitaires. Et ensuite, nous ferons un suivi. Et il y a d'autres webinaires au cours du prochain mois. Donc, chaque mercredi à 13 h. Merci de vous être joints à nous. Si vous avez des questions, contactez-nous par courriel. Mais on s'attend à vous voir tous les mercredis. Merci. Au revoir.